la fiscalía yo ahorita. Nuria d'Escobar est médecin légiste au Salvador depuis 20 ans. C'est par ici. Il est 10 h du matin. C'est sa première scène de crime de la journée. Il a été identifié? Oui, c'est un mineur. Quel âge avait-il? 17 ans. Pour nous, c'est la routine. Et ils sont souvent jeunes comme lui. Parfois, les victimes ne font pas partie du gang, mais sont tuées pour leur style. Simplement à cause de leurs vêtements ou de leur coupe de cheveux. Être jeune, c'est un péché dans ce pays. À peine le temps de nettoyer la scène, Nuria est appelée pour un autre cadavre, en plein centre-ville. Ce garçon a été tué en sortant de chez le coiffeur. Il avait 16 ans. 9 impacts de balles, bon, ça va prendre du temps. La zone est infestée de gangs. Par peur d'être identifiés, les policiers et les juges présents sur la scène se sont tous cagoulés. Depuis quelques mois, les journées de Nuria sont trop courtes. Le taux d'homicide du pays a explosé, jusque 50 morts par jour. Le gouvernement ne peut rien faire. Même après avoir déployé des milliers de soldats, la situation ne change pas. Ils se sont appropriés les lois de ce pays. Il est probable que les gens qui vivent ici aient vu qui lui a tiré dessus. Mais à cause de la situation chaotique que nous vivons, tout le monde préfère se taire. Sinon, on te règle ton compte, à toi aussi. Cette multiplication des morts n'est pas un hasard. Depuis 2012, les deux principaux gangs du pays avaient signé une trêve avec le gouvernement. Une paix fragile. Mais le nouveau président élu en 2014 rompt tout dialogue avec eux. En représailles, les Maras, comme on les appelle ici, décident d'ensanglanter les rues. L'été dernier, des chefs de gang sont transférés de force en prison de haute sécurité. Ils optent alors pour un nouveau moyen de pression sur le gouvernement, cette fois-ci non violent. Depuis leur cellule, ils ordonnent une grève générale des transports publics. Pendant 4 jours, personne n'ose conduire ou monter dans un bus. Le pays est paralysé. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas allés à l'école parce que le professeur n'a pas trouvé de moyen de transport. Donc les cours sont suspendus. Aujourd'hui, le trafic a repris. Mais les bus restent une des cibles favorites du gang. Régulièrement, des chauffeurs y sont assassinés, même en pleine journée. Cette fois-ci, le meurtrier présumé, un membre du gang Mara Salvatrucha, vient d'être attrapé par la police, quelques minutes après son crime. Et son arme? Posez-la ici. Une routine un peu surréaliste se met en place. Le suspect est exhibé devant les caméras et interrogé par les journalistes avant même la police. Cette arme, c'est à toi. Selon la police, tu l'as assassiné. Pourquoi? Pourquoi tu l'as tué? L'homme ne dira pas un mot. Amigos televidentes, esta es una información en desarrollo. Como ustedes pueden ver, la persona que ha sido en este momento capturada no quiere dar información. Juan est chauffeur de bus dans la capitale.
Le jour de la grève, il n'a pas osé prendre son volant. Les pick-up, les camionnettes, les bicyclettes, les motos, tout était réquisitionné. C'était le chaos complet. Il y avait tellement de gens qui marchaient dans la rue. Tout le monde cherchait une solution. Comme ses collègues, Juan obéit aux membres du gang. Chaque mois, il leur verse près d'un quart de son salaire. Ici, on appelle ça la renta. Au Salvador, 90% des chauffeurs de bus se font rançonner quotidiennement, la peur au ventre. Parler de l'extorsion, ça ne se fait pas. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On doit faire attention à nos familles. Nous aussi, on vit dans des quartiers dominés par les gangs. Dans le pays, un seul homme ose parler publiquement de la fortune qu'amassent les gangs avec l'extorsion. Ça y est, il a été réparé? Don Catalino est à la tête de 130 bus qui parcourent la ville. Il ne se déplace jamais sans son garde du corps. Lui a toujours refusé de payer l'impôt aux gangs. Mais son courage a un prix. Il a déjà reçu plus de 30 menaces de mort. Sur son bureau, une calculette pour le business et un pistolet 9 mm pour la sécurité. Ces 10 dernières années, nous avons perdu plus de 900 membres du personnel. Des chauffeurs, des contrôleurs. Cette année, on est déjà à 89 assassinats. Ces morts entretiennent la terreur pour que la peur accompagne chaque conducteur, mais aussi chaque entrepreneur de ce pays. Tout est très contrôlé. D'ailleurs, les gangs ont un devis de base, un peu comme un ministère des impôts et des finances. Le prix moyen de l'extorsion des bus, par exemple, c'est 5 $ par jour et par bus. Ça équivaut à 18 millions de dollars par an. Mais ça n'inclut pas les bonus qu'ils demandent pour les vacances d'été et les primes pour Noël. 18 millions de dollars par an avec l'extorsion de transports en commun, auquel il faut ajouter les rançons aux commerçants. Au marché central de San Salvador, chaque stand est contrôlé par les gangs. 40 000 vendeurs payent entre 10 et 100 $ par semaine en fonction de la taille du commerce. Selon le ministère de la Défense, 10% de la population au Salvador travaillerait directement pour les gangs. Cela représente 600 000 personnes. Traditionnellement, l'argent de l'extorsion sert à acheter des armes et de la drogue. Mais la stratégie du gang a changé. Certains parrains sont désormais à la tête d'entreprises légales, florissantes. Eric a 39 ans. C'est un ancien leader du gang de la 18, un des deux plus importants du pays. Il a investi sa petite fortune dans différents commerces de la ville. Il possède un garage et plusieurs stations de lavage pour voitures. Ça va faire 5 ans que j'ai acheté cette société. Ici, j'emploie 12 personnes.
J'ai aussi une autre station de lavage à côté, où j'emploie 7 autres personnes. Ici, j'ai entre 35 et 40 clients par jour. Même si Eric dit aujourd'hui être sorti du gang, il reste encore très lié à son ancienne vie. D'ailleurs, tous les employés de son petit empire sont membres de la 18. Des petites mains au bas de l'échelle qui viennent gagner quelques dollars en plus. À cause des clients, je cache mes tatouages. S'ils les voient, ils ne voudront plus venir. Ils auront peur d'être volés. Dans mon dos, il est écrit 18. C'est un gang du Salvador dont je fais partie. Depuis qu'il est sorti du monde criminel, Eric veut en sortir les autres. Son idée, développer l'esprit d'entreprise des plus jeunes. Dans sa dernière acquisition, un atelier de réparation mécanique, Eric a engagé William, 14 ans, un ancien guetteur du gang. Ça fait combien de temps que tu apprends la peinture ici déjà? 3 mois. Tu as une mère? Oui. Un père? Tu n'en as pas? Non. Tu sais que le gang, c'est une conséquence de la désintégration familiale? Ça provoque de l'amertume, et c'est pour ça qu'on rentre dans le gang. Tu n'es pas en colère parce que ton père t'a laissé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais tu n'es pas en colère? Non. Bon, je te félicite. Si tu n'as pas de colère, tu vas t'en sortir. Merci. Eric représente une nouvelle tendance chez les membres de gang. Aujourd'hui, beaucoup n'ont plus de tatouages et veulent réussir dans les affaires. Ce changement de stratégie n'est pas seulement économique, il est aussi politique. Luis Romero dit la panza, le ventre, est considéré comme la mémoire du gang 18 où il a passé 20 ans. Il a été l'un des acteurs de la prise de conscience politique du gang. Il y a environ 150 000 jeunes dans les gangs au Salvador. Nous avons compris que ces suffrages représentent la petite différence qui peut faire gagner un parti politique. En plus, si moi, membre de gang, je te donne mon vote, tu peux rajouter celui de ma famille. Ça fait 5 personnes en plus. Il y a quelque chose de plus puissant que les partis politiques. C'est le peuple. Et le peuple, c'est nous qui le tenons. Le peuple, Eric, l'ancien chef du gang 18, le connaît bien. Il nous emmène dans un des quartiers de San Salvador, où il a régné en maître et où il inspire toujours le respect. La Fossa, 3000 habitants et un taux de chômage record. Ici, Eric troque sa veste de businessman contre celle de maire officieux du quartier. Un maire en campagne permanente. Bonjour, tout va bien? On fait un reportage. Voici un exemple d'un habitant d'ici qui vit dans une zone à haut risque. Sa maison pourrait tomber dans le ravin, juste ici. Personne ne l'aide. Pas de gouvernement, ni d'institution. Moi, je regarde la télévision et je vois des débats et des opinions toujours et encore. Et les années passent. C'est toujours des politiques, des analystes. À quoi ça nous sert? Qu'est-ce qu'on mange avec ça?
Les jeunes d'ici, eux, ils nous aident beaucoup. Merci, merci. Un peu partout sur le toit des maisons, des drapeaux du parti au pouvoir, le Frente. Lors des dernières élections, il y a 2 ans, le Gang 18 aurait discrètement négocié ses voix avec lui. La 18 donne ses voix à la gauche, au Frente. L'autre gang, la MS, vote pour le parti de la droite, Arena. C'est comme ça la situation ici. C'est des accords qu'ils passent secrètement. Personne ne s'en rend compte, il n'y a qu'eux qui savent. Difficile de savoir la teneur exacte des accords passés entre gangs et politiques. Le sujet est sensible. Une chose est sûre, dans ces quartiers, l'État n'a aucune prise. Allez les gars, on y va. Ici, les lois du gouvernement n'existent pas. Seule compte la loi des petits soldats du gang. Les gens nous font confiance parce qu'ici on a une loi. On ne permet pas qu'un des membres du gang vole dans le quartier, qu'il abîme une voiture ou qu'il rentre dans une maison. Si tu le fais, tu seras puni. On appelle ça une petite remise. Une remise, en gros, c'est quand tu te fais frapper par le groupe. Combien de fois tu t'es fait corriger, toi? Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais bien allumé. Je ne respectais rien. Je volais les voitures du quartier, mais les mecs du gang m'ont attrapé et m'ont bien cassé la gueule. Heureusement, grâce à Dieu, ça s'est arrêté là. Maintenant, j'ai compris. Je suis tranquille, tout doux. Le gang et son code de conduite interne garantissent une relative tranquillité aux habitants du quartier. Un luxe au Salvador. Dans ces territoires perdus, le gang s'est substitué au pouvoir public. Face à eux, les autorités du Salvador sont dépassées et manquent de budget. Alexander fait partie de l'unité d'élite des Halcones, les Faucons. 40 hommes triés sur le volet pour lutter contre les gangs. Chaque jour, il risque sa vie pour $500 par mois, à peine plus que le salaire moyen du pays. Beaucoup de fois, j'ai pensé arrêter ce métier. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune volonté du gouvernement pour que la situation change. Avant, les gangs n'avaient pas tout cet argent. Aujourd'hui, ils s'achètent les mêmes armes que nous. Et même de belles maisons. Souvent, quand on voit toutes ces injustices, on se sent impuissant. Bon, on descend. Alexander et ses collègues sont fatigués. 56 policiers et militaires sont déjà tombés sous les balles cette année. Mais ils refusent de voir leur pays tomber aux mains des criminels. Comme leurs ennemis, ils utilisent la peur pour faire passer leur message. Tu es membre du gang? Non. Tu vis où? Ici, juste à côté, derrière cette maison. Garde tes mains dans le cou. Quel âge as-tu? 16 ans. Tiens-toi bien. Nous, on adore tuer tes copains du gang. Les hommes de l'unité anti-gang enchaîneront les contrôles jusque tard dans la nuit. Comme un dernier rempart avant le chaos. Mais dans l'ombre,
les chefs du gang s'organisent et pensent déjà à l'étape d'après. Gérer leur propre pouvoir et s'intégrer à la société. Depuis quelques années déjà, ils organisent leurs propres conférences de presse depuis les prisons. Nous avons décidé de faire un geste de bonne volonté. Désormais, toutes les écoles du pays, publiques ou privées, seront des zones de paix. En quelques minutes, et depuis une cellule de prison, toutes les zones scolaires du Salvador sont désormais protégées des guerres de territoire. Pour faire passer leur message, les gangs disposent également de relais dans la société civile. Santiago est membre du gang. Lui ne touche pas aux armes. Son rôle est de relayer le discours politique du gang. Depuis les 2 dernières élections, nous avons analysé avec une grande attention la manière dont fonctionne le tribunal suprême électoral, la distribution des urnes. En fait, nous suivons ça de très près. Peut-être que les prochaines élections en 2018 seront la bonne date pour qu'on se lance. Eux, en tout cas, ils pensent que nous n'avons pas évolué, que nous nous faisons la guerre sans réfléchir. Non, on ne vit plus comme ça. L'ambition politique du gang est-elle réaliste? La Panza, l'historien du gang 18, en est convaincu. Depuis toujours, la politique au Salvador baigne dans le sang et la guerre. Ils pourraient créer un parti politique, pourquoi pas? Je sais que personne n'aime cette idée. Les gens voient cela comme une monstruosité. Mais qui sait? Je vous rappelle que le parti au pouvoir, en ce moment, le Frente, sont d'anciens guerrilleros qui ont tué, volé, séquestré. Et aujourd'hui, ils nous gouvernent. Pour le moment, le gouvernement en place refuse tout dialogue. Un nouvel impôt vient d'être voté au Parlement. Il devrait rapporter 140 millions de dollars annuels supplémentaires pour financer la lutte contre les gangs. Guillermo Gallegos est vice-président du Parlement. Pour lui, un Salvador débarrassé des gangs est encore possible. La peur, le chantage, les menaces et l'incapacité de contrôler certaines zones ont donné beaucoup de pouvoir aux gangs. Certains partis politiques, pour pouvoir faire campagne dans leur territoire, ont négocié et passé des accords avec eux. Mais je ne pense pas qu'ils soient devenus plus puissants que nous. Si on continue comme ça, cela pourrait arriver. Mais croyez-moi, notre pays est encore capable de stopper ce fléau. Les gangs ne sont plus des petits orphelins issus de la guerre civile qui tuent pour un bout de territoire. En l'espace d'une génération, ils se sont transformés en forces politiques et économiques. Le plus gros défi sécuritaire et social de l'État salvadorien.